Un conseil global, déjà, textile ou pas, c'est de vérifier qu'on a le projet dans les tripes, dans le cœur, parce que c'est tellement exigeant et difficile de créer une entreprise et de la développer que si on n'est pas sur un sujet qui nous plaît, mais qui nous botte à mort, on n'aura pas assez de power, on n'aura pas assez d'énergie pour tenir le coup dans les moments difficiles. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de From Scratch. Après un parcours de sportif de haut niveau pendant lequel il a fait rêver des millions de Français, notamment en remportant la plus belle des médailles sur l'une des disciplines mythiques des sports d'hiver, il embrasse désormais une carrière d'entrepreneur en ayant lancé une marque de vêtements techniques et éco-responsable, bien évidemment, de sport outdoor. J'ai le plaisir de recevoir Vincent Defrane qui me fait l'honneur de venir dans mon studio pour parler de tout ça avec moi. Salut Vincent. Salut Thibaut. Merci beaucoup de venir ici et puis de partager tout ça avec les auditeurs. Et bien, je te propose dans un premier temps de te présenter et de me dire un peu qui tu es et d'où tu viens pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Super. Bah, écoute, merci pour ton accueil. Vincent Defrane, moi je suis un montagnard des montagnes du Jura. Donc d'où je viens des montagnes du Jura, dans le département du Doubs, la petite ville de Pontarlier. C'est là que je suis né en 1977, n'est-ce pas? Et comme beaucoup de gamins de cette région, j'ai vite rencontré, grâce à ma famille, le ski, et principalement le ski nordique, le ski de fond. Et j'en ai fait un jeu, une animation, un plaisir, petit à petit une envie de compétition, mais d'abord l'envie d'être dans la neige tout simplement avec mes copains. Et donc j'ai rencontré très vite, grâce à mon père, à ma mère, à ma famille, j'ai 2 frères, et familialement on a été dans le ski de fond très 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 vite. Moi j'ai su marcher et juste après j'avais des skis aux pieds. D'accord. Et voilà. Tes frères aussi ils sont Mes frères aussi, oui, c'est ça. Pas forcément dans un aspect de compétition, c'était vraiment une découverte du ski parce que c'est un peu une institution de cette région. Ouais, bien sûr. Et ça m'a transmis aussi la passion et l'amour de la montagne au sens large, parce que qui dit ski dit souvent montagne. Et en effet, petit à petit, j'ai découvert le côté compétition dans le ski de fond, puis dans le biathlon, et j'ai continué en faisant une carrière d'athlète en biathlon dans l'équipe de France. J'ai passé 11 années sur la Coupe du Monde et les championnats du monde. J'ai pu faire 3 fois les JO, à Salt Lake City, à Turin et à Vancouver. Et en effet, j'ai gagné, c'était assez sympa. J'ai gagné les Jeux à Turin, la poursuite, donc j'ai été champion olympique en 2006. Et puis, j'ai continué ma carrière encore 4 années jusqu'aux Jeux Olympiques de Vancouver, où là, sportivement, ça s'est moins bien passé, mais ça a été une belle aventure quand même. J'ai pu être porte-drapeau de l'équipe de France à ce moment-là pour présenter l'équipe de France olympique aux Jeux de Vancouver. Et ma carrière a été assez dense, intense, passionnante. Et elle s'est terminée en 2010. J'ai décidé d'aller vers d'autres choses, d'autres activités en 2010. Et c'est vrai que cette période entre 2010 et 2019, ça a été une période de reconversion, de nouveaux projets. Et notamment, dans les grandes lignes, j'ai eu 2 activités principales qui correspondaient à 2 grandes aspirations que j'avais et que j'ai toujours dans ma vie. C'était des aspirations vers l'autre, la découverte de l'autre, et puis des aspirations vers le monde de l'entreprise. Et c'est vrai que ça m'a amené à être pendant 7 années directeur de la fondation d'entreprise Somfy, engagé dans le domaine ton sponsor qui était mon sponsor, et que j'ai découvert grâce au biathlon. Et puis de relations d'athlète à entreprise, on a eu aussi des relations de personne à personne. Et en parlant de ma reconversion, Somfy m'a proposé, étant donné que c'était assez aligné avec mes aspirations, m'a proposé de diriger la fondation d'entreprise Somfy, ce que j'ai fait de 2011 à 2019, donc 8 années même. Et en parallèle, j'ai eu 4 années dans cette période où j'ai aussi intégré le comité international olympique à Lausanne, où là, je me suis occupé principalement de programmes à destination des jeunes athlètes dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse. Et c'est vrai que ces 2 activités en parallèle, ça a été passionnant à vivre, ça a été très formateur finalement, parce que
on m'a confié des projets que j'ai dû proposer, décrocher et puis développer. Et donc, que ça soit dans le domaine du sport, avec les programmes des JO de la jeunesse, ou alors le domaine de l'entraide, du mécénat d'entreprise, avec la Fondation Somfy, eh bien, j'ai pu à la fois découvrir d'autres univers, créer des projets et les développer. Et puis, ça a aussi été une période où j'ai pensé, réfléchi, puis décidé le projet Ayak, et que j'ai créé en 2020. Et Ayak, aujourd'hui, c'est la jeune marque de vêtements techniques, responsables et européens pour les sports de montagne et plus globalement pour les activités physiques de plein air. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers le textile ? Parce que finalement, tu aurais pu aller sur le ski, sur la carabine, ou même autre chose. Finalement, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller sur cette industrie verticale-là ? Principalement, l'enjeu environnemental lié à cette industrie du textile. On en a tous besoin, on a besoin de vêtements, on en a envie, donc ça cumule les deux facteurs, le besoin et l'envie, et je le répète souvent, ce binôme de motivation ou de besoin, d'envie ou de besoin, et parce que c'est présent dans toutes nos vies, et quand un sujet cumule les deux et qu'il a un impact environnemental fort s'il est mal travaillé, ce qui est le cas du textile, ça peut être correct si on travaille fort l'aspect environnemental de l'industrie textile, mais ça peut être catastrophique si on n'en a que faire. Et d'ailleurs, c'est assez catastrophique quand même si on fait un petit point de situation là-dessus. Et donc, principalement, le côté... Bien sûr, j'ai un aspect intellectuel, émotif, affectif par rapport au textile. J'en ai eu besoin dans ma carrière, du textile performant. J'en ai toujours besoin parce que je veux continuer à découvrir les grands espaces de manière sportive. Donc, j'ai un aspect, émotif, une envie, et puis le côté intellect qui est piqué par ce sujet du textile. Mais surtout, c'est l'impact environnemental de ce sujet qui est dans nos vies à tous et qui doit être amélioré. Donc, ça a été largement la motivation pour positionner ce projet d'entreprise sur du textile, technique, sportif, chose que je connais bien. Il y a quand même d'autres concurrents sur le marché. Qu'est-ce qui t'a permis de croire en ce projet-là ? Comment tu as pu un peu le tester au début ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de poursuivre là-dedans, outre effectivement tes convictions et tes valeurs qui sont effectivement fondamentales et super importantes C'est la conviction qu'avec une forte motivation et une belle organisation, on peut faire plein de choses, y compris des choses qui paraissent très difficiles à réaliser. Ça a été la preuve pour moi avec ma carrière sportive, de me lancer... avec des atouts, certes, j'ai un corps qui fonctionne plutôt bien, je sais me donner, je suis un gros travailleur, j'ai des qualités techniques, mais de là à être champion olympique, il fallait quand même avoir de l'ambition. Et ça a été une preuve pour moi que... il y a des exceptions, bien sûr, des fois on peut avoir toute l'envie du monde et ça peut ne pas fonctionner. Mais quand même, quand on a une forte motivation et puis qu'on sait s'organiser et bien s'entourer, on peut déplacer des montagnes. Et certes, le textile technique, c'est concurrentiel. Mais en fait, moi, j'ai une vision très réaliste, je pense, et lucide de la concurrence dans le business. C'est-à-dire, tout business qui est prometteur, il sera un jour ou l'autre concurrentiel. Bien sûr. Celui qui a une très bonne idée, qui est innovante, elle sera pas innovante longtemps parce que si elle est très bonne, elle sera copiée très rapidement par des gens qui veulent emboîter le pas des premiers qui se sont lancés sur une activité. Donc, de vouloir se lancer dans un secteur qui serait pas concurrentiel, c'est pour moi une utopie, ça n'existe pas. Ou en tout cas, ça arrivera très vite si ça l'est pas encore. Et du coup, ça veut dire que le sujet il y a trop de concurrence, pour moi, c'est pas un sujet bloquant. C'est un sujet à prendre en compte. Bien sûr. Et qu'il faut, en effet, prendre en compte pour adapter la manière de faire, etc. Trouver comment se démarquer. Et c'est ça. Et par rapport à ta question, en tout cas, moi, la motivation première de faire ce projet, il y a eu le côté, en effet, le constat environnemental du textile, puis il y a aussi le côté plus lié à moi, l'envie de mener un projet entrepreneurial. Et c'est vrai que ça c'est... je pense que c'est en moi, de toute façon, mais j'ai eu un petit déclic en 2013, quand j'étais à la Fondation Somfy, dans l'entreprise Somfy. Et Somfy faisait une grande fête pour fêter le 100 millionième moteur. C'était le 100 millionième moteur vendu par Somfy. Et c'était un cap important, sympa à célébrer. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec différentes personnes, et notamment avec Paul-Georges Despatures, de la famille Despatures qui détient et dirige Somfy. Et en ayant cet échange sur
l'aventure que ça a été de prendre Somfy quand c'était tout petit et d'en faire une très très belle grande entreprise. Mais je me suis dit, ça doit être dans une vie quelque chose de passionnant. C'est sûr. Donc ça m'a donné un moteur incroyable qui était en sommeil, mais là j'ai eu un peu un starter là, à ce moment-là. Et donc, cette envie personnelle de vivre et de créer un projet entrepreneurial et de le vivre avec une épopée sûrement, très difficile mais passionnante, conjuguée avec ce constat du besoin, je pense, d'entreprises textiles qui s'engagent mieux et plus pour la planète, eh bien, ça a été un peu le cocktail pour me lancer et me dire que c'était prometteur. Pour revenir sur le côté, qu'est-ce qui fait que je me suis dit ça peut le faire, c'est un peu tous ces aspects-là. Alors, je suis pas surpris que tu me dises que c'était probablement toujours en toi, parce que finalement, sportif de haut niveau, c'est une entreprise individuelle. Tu es seul dans l'effort, il faut une énorme abnégation, il faut aller tous les jours à l'entraînement. Si toi, tu décides de ne plus y aller, il se passe plus rien. Et au final, quand tu crées ton entreprise, c'est toi qui es le leader, tu es ton propre patron. Et donc effectivement, même si on s'entoure, on peut avoir des associés, des équipes, etc. Et au final, c'est toi qui donnes l'impulsion, et ça m'étonne pas que ça soit une suite logique à ta carrière. Et d'ailleurs, il y a pas mal de sportifs qui vont là-dedans, bien évidemment, par la suite. Quelles ont été un peu tes premières difficultés que tu as pu rencontrer une fois que vous avez lancé Hayak ? On va dire la difficulté la plus marquante, c'est le Covid. Moi, donc, j'ai quitté mes autres activités en avril 2019. J'ai pris 3 semaines pour souffler un peu parce que j'étais un peu cramé, un peu fatigué de m'être aussi beaucoup donné dans ces activités. Mais 3 semaines, et après, j'ai passé quelques mois seul pour clarifier l'idée, poser les premières bases, m'entourer et beaucoup rencontrer de personnes. J'ai rencontré une multitude de personnes, mais des rencontres profondes, longues, pour comprendre un peu tous les métiers et tous les grands pans d'une entreprise textile, technique dans le monde des sports outdoor, quoi. T'as rencontré d'autres marques, du coup ? D'autres marques, des gens qui étaient dans des marques, des gens qui y sont encore, des gens dans le tissu, des gens dans le fil, des gens dans les traitements, des gens dans le recyclage, etc., pour comprendre au mieux possible cet univers et donc cerner un peu les enjeux forts et puis les opportunités dans chacun de ces pans. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais rapidement, le timing, ça a été de recruter quelqu'un sur le produit. Donc là, Chloé m'a rejoint. La première personne qui m'a rejoint dans l'équipe, c'est Chloé, qui est chef produit, qui développe les collections et qui fait le suivi de développement et de production. Et on a été un bon moment, les deux, pour lancer la collection, le plan de collection et puis le développement. Et après, faire du démarchage commercial. Et donc, ce cycle habituel de développement, le design, le modélisme, le prototypage, pour arriver à un prototype fini qu'on peut ensuite présenter à nos partenaires de vente, etc., et qui sera vraiment la base pour produire. Mais toute cette phase de développement, on l'a réalisée dans l'hiver 2020. De décembre 2019 à mars 2020, on était en développement de prototypage et en même temps en démarchage des premiers clients, parce que j'avais comme stratégie d'embarquer nos premiers clients, sachant que là je parle des magasins qui achètent la collection Hayak pour la revendre dans leurs magasins, des boutiques multimarques. Ça, c'est nos clients premiers. Et il y avait la stratégie qu'on a eue et qui est très bonne, je pense, d'embarquer dès le début dans le développement une dizaine de premiers partenaires pour être une marque qui montre un peu son développement en cours, quoi. C'était qui un peu qui vous a accompagné ? Il y a eu une dizaine de magasins, 4 en Suisse et 6 en France, 12 magasins qui sont répartis un peu sur les Alpes et le Jura français et puis un peu en Suisse. Mais tout ça s'est fait en temps de Covid. Et donc, avec toutes les complications qu'on peut imaginer, difficulté de se déplacer pour aller voir nos partenaires dans cette chaîne, quoi, les designers, les modélistes, les fabricants de tissus pour le prototypage, etc., etc. Et ça a été une grosse difficulté parce que ça nous a ralenti. Pour autant, quand je regarde, je suis assez impressionné, modestement quand même, mais assez impressionné de la vitesse qu'on a eue pour développer une première collection. On n'a pas fait juste une veste ou un pantalon, on a fait toute une première collection. Et de le faire entre guillemets en si peu de temps dans un contexte aussi difficile lié au Covid, ça a été un beau baptême du feu quand même. Qu'est-ce que tu penses que vous avez fait qui ont permis de justement surmonter tout ça et puis finalement on s'est accroché par l'envie et la passion de ce projet. On s'est accroché, on a persévéré, on a insisté et on a bossé comme des fous, et on continue à travailler énormément.
Le projet est vaste, on est une petite équipe maintenant, on est 13, mais ça reste une petite équipe pour tout ce qu'on a à faire et qu'on veut faire. Donc on bosse énormément, mais voilà, c'est le jeu. Et puis moi, de toute façon, j'en attends pas moins de moi et de l'équipe, même s'il faut que je fasse attention à ce que qu'on puisse quand même tenir dans la durée, parce que c'est un marathon. On me conseille souvent, quelques actionnaires ou quelques amis qui sont bienveillants par rapport à moi et au projet me disent attention, il faut tenir dans la durée. Mais ce sera le cas, mais donc on a beaucoup bossé. C'est sûr. Alors justement, aujourd'hui, pour croître et faire connaître de plus en plus la marque et bien sûr avoir de plus en plus d'acheteurs et d'utilisateurs, quelles sont un peu vos stratégies pour ça ? Ouais, il y a la stratégie produit et la stratégie distribution, principalement. Et puis bien sûr, tout ce qui est communication. Mais petit aparté là-dessus, moi j'ai la conviction que pour être solide, stable, une marque comme celle qu'on développe, textile, technique, elle doit faire ses preuves d'abord par le produit, avant de faire de la communication à grande échelle. Je sais plus où je l'ai entendu, je sais pas si c'est sur un podcast, si c'est le tien, mais j'ai entendu quelqu'un qui disait ça sert à rien de sortir les voiles s'il y a pas de vent. Et alors nous on a du vent parce qu'on a un bon accueil, mais ça reste le début quand même. On a un bon accueil sur le marché, on se développe bien, c'est même assez impressionnant et je suis ravi de ça. Néanmoins on reste au début et donc on sortira les voiles du marketing, de la communication à grande échelle dans un second temps. On communique, on fait des choses bien sûr, mais la base de notre focus, c'est d'abord le produit et de vérifier que nos clients, les premiers clients de la marque, ils achètent par le produit et non pas par une belle publicité qu'on leur aurait présentée. Donc ça, c'est la petite aparté sur le côté marketing, communication. Mais après, pour se développer, la stratégie produit, eh bien, c'est d'être une marque qui propose des vêtements techniques, éco-responsables, faits en Europe, mais ça pour toute l'année. On a commencé avec l'hiver, avec la collection hiver, c'est ce que je connais de mieux, c'est ce que je connais bien et c'est là que j'ai le plus de contacts, mais aussi évidemment à la fois par envie et par cohérence. On a envie d'aller sur l'été parce que les gens qui font du sport l'hiver, ils en font aussi l'été et généralement aux mêmes endroits et avec presque les mêmes contraintes, à des températures différentes, etc. évidemment, mais c'est cohérent et on a une envie d'accompagner aussi les gens qui ont choisi Hayak l'hiver pour les accompagner l'été et puis le printemps et l'automne, donc toute l'année. Notre motto, c'est partout et par tous les temps, vraiment d'être avec une collection de vêtements outdoor, sport de plein air pour les 4 saisons. Ça, c'est le côté développement produit, donc ça veut dire une offre qui va rapidement s'élargir. On a la collection été qui arrive au mois de mai, là, dans 2 mois, et ça va être un grand pan. Un autre grand pan au niveau produit, c'est qu'au-delà de la collection très sport et très technique, on va décliner une collection qu'on pourrait qualifier, je sais pas, mais urban tech. C'est-à-dire apporter la technicité et la performance des vêtements techniques des sports de montagne à l'urbain et à l'usage urbain, ou en tout cas à l'usage quotidien. Parce qu'il est vrai, on en discutait quand on s'est vu tout à l'heure, parfois, il fait froid dans les grandes villes, il fait froid même en plaine, et on peut avoir besoin ou envie de technicité pour le quotidien. Et ça, Hayak va aussi s'orienter vers une ligne qui prend le meilleur de la technicité de ce qu'on fait pour les vêtements sportifs pour le décliner dans un univers plus quotidien et plus urbain. Et ça, c'est le produit. Et puis, il y a le côté distribution. Et notre stratégie de vente et de distribution, elle est clairement basée sur les boutiques physiques partenaires. Un réseau wholesale. Certes, on vend en ligne dès maintenant et dès le début et pour toujours. Et à terme, l'idée, c'est d'être omnicanal, donc d'ajouter encore même un canal de clients professionnels. On est en train de le faire, donc on vend dès maintenant à des entreprises qui veulent équiper des staffs. Donc s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent des vêtements de qualité, faits en Europe, éco-responsables pour un staff, que ça soit des pièces légères pour le quotidien ou des pièces plus couvrantes pour aller à la montagne par exemple, on fait ça. Donc on équipe des startups qui ont envie d'avoir leur logo à côté sur un vêtement Hayak par exemple.
Donc ça, ce sera un vecteur aussi important dans la distribution. Mais vraiment, la base du volume de notre développement, c'est un réseau wholesale de boutiques physiques, revendeurs de la marque. Donc, c'est pas les boutiques Hayak, ce sont des boutiques indépendantes qui nous sélectionnent dans leur offre, qui proposent dans leurs étals la collection Hayak et qui la conseillent auprès des clients. Ouais. Alors, certes, il y a le digital, mais pour plusieurs aspects, on a basé notre stratégie plutôt maintenant et même à moyen et long terme sur la boutique physique. Ouais. Ça peut surprendre dans certains univers parce qu'on pourrait penser que oui, en digital, la marge, il y a moins d'intermédiaires, mais en fait non, il y en a autant. C'est juste qu'au lieu d'avoir un magasin et avec une marge à lui concéder, un magasin partenaire, évidemment, on lui concède une marge pour qu'il puisse gagner sa vie. Il faut la marge de la marque et la marge du revendeur. Mais en ligne, il y a la marge qu'on doit concéder pour l'acquisition client à Google, à Facebook, etc., etc. Donc au final, la profitabilité de la vente en ligne et de la vente en boutique physique, elle est quasi similaire pour une marque comme la nôtre. Ça évoluera un peu dans le temps, mais néanmoins, c'est pas le jour et la nuit en termes de rentabilité sur un canal physique ou un canal en ligne. Et au-delà de ça, on est une jeune marque. La qualité est juste incroyable, c'est ce qu'on fait, mais elle doit se découvrir, cette qualité. Elle doit se rencontrer, elle doit se toucher. Donc, c'est aussi par le fait de toucher les vêtements dans un magasin, dans une boutique, d'avoir un vendeur qui explique la qualité de ce qui se voit, mais de ce qui se sait pas aussi, parce qu'il y a plein de choses qui sont liées à notre qualité et qui sont presque invisibles à l'œil nu, ou qui demandent une expertise pour la comprendre. Pourquoi telle couture, elle est plus solide qu'une couture lambda, etc., etc. Ça s'explique. Et donc, c'est aussi l'avantage du partenariat avec les boutiques physiques qui savent conseiller, présenter la marque, et puis surtout toucher, parce que nos vêtements prennent encore une dimension incroyable quand on touche la qualité des tissus qu'on sélectionne. Bien sûr, et puis ça vous fait gagner en visibilité, nécessairement d'être distribué comme ça par des partenaires. C'est ça. Alors pour faire un petit parallèle, si tu connais la marque Veja de chaussures, donc qui eux aussi font des produits éco-responsables. Alors à la différence qu'eux n'ont pas tout de suite lancé leur marketplace, au début c'était vraiment, ça a même commencé presque en projet Kickstarter où il a participé à un forum justement pour proposer son prototype. Des distributeurs ils se sont intéressés et notamment Courir, et qui est resté un partenaire au début exclusif, et après ils se sont étendus. Et aujourd'hui, malgré le fait que la plateforme en ligne marche super bien, mais ils continuent à avoir leur point de vente de redistribution, parce que déjà c'est des super partenariats, puis des expériences de vie, mais surtout effectivement, comme tu dis, pouvoir toucher le produit, le voir, et puis plus t'es distribué, plus tu gagnes un peu en notoriété, et c'est génial. Vous avez discuté déjà un peu avec des grands distributeurs comme Decathlon ou alors, plus des petits... on a discuté avec un peu tout distributeur petit, plus grand, français, internationaux. Donc aujourd'hui on est dans 3 pays, France, Suisse, Italie, et on commence dans quelques mois en Autriche. D'accord. On a à peu près on a commencé il y a 3 hivers avec 12 partenaires. Là, on en a un peu moins d'une centaine. Alors, c'est des chiffres qui peuvent paraître... alors, je sais pas, mais en tout cas, c'est très bien. On a un bon accueil, donc je suis très content de ça. Dans certains univers, une centaine de partenaires, c'est peu. Là, c'est beaucoup, en fait. Donc, ça renforce l'accroche, le constat qu'on fait d'avoir ce bon accueil et l'accroche qu'on a avec des gens qui revendent la marque et qui en voient l'utilité pour leur activité de distributeur, de revendeur. Et donc, oui, pour te répondre, on a rencontré plein de distributeurs. On travaille avec des entre guillemets petites boutiques très locales dans une station ou dans une ville, mais aussi avec des distributeurs plus larges qui ont une franchise sur beaucoup de boutiques, quoi. Dans votre développement, qu'est-ce que tu penses qui vont être un peu les barrières, en tout cas les challenges que vous allez devoir relever pour continuer à croître? Alors, il y a les challenges immédiats qui sont liés surtout, je trouve, à la hausse des prix des matières. Là, c'est quand même très compliqué. Alors, c'est vrai que c'est quand même le baptême du feu depuis le début de Hayak, parce que Covid, parce que guerre, inflation... Tout ça a fait un cocktail assez agressif, mais il paraît que les entreprises stables et fortes dans le temps se sont presque toutes lancées en temps de crise, donc on se dit c'est peut-être un peu le signe qu'on est sous une bonne étoile finalement, mais ça reste un contexte difficile et la hausse des prix actuellement est quelque chose qui est compliqué à gérer, à la fois financièrement, de faire des choses rentables, et puis
Et puis aussi dans le choix, parce qu'il faut décider de répercuter ou pas 100% des augmentations, mais il faut quand même rester dans un prix de marché, etc. Alors, nous, on est confirmés quand même par ce qui se passe actuellement dans notre stratégie premium haut de gamme technique. Ouais. Moi, j'ai eu la conviction dès le départ, et ça m'a été conseillé aussi, go premium, quoi. Va premium. Moi, c'est mon envie déjà de faire des choses de qualité, des choses de qualité pour l'environnement. Et d'abord, faire attention à l'environnement, c'est faire des vêtements durables qui vont pas être obsolètes ou abîmés trop rapidement. Bien sûr. Et c'est un premier critère d'éco-responsabilité, c'est la durabilité. Et être premium, c'est être solide, c'est être robuste, c'est être efficace, c'est être durable. Et d'être premium, ce qui se passe, c'est là que je voulais en venir, on voit que les entreprises qui souffrent le plus, c'est celles qui sont en milieu de gamme. Ouais. Le bas de gamme, en tout cas l'entrée de gamme, arrive à s'en sortir. Le luxe et le premium continuent à s'en sortir. Ouais. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis confirmé par la situation actuelle et par l'envie de départ de faire des choses de qualité et premium en positionnement. Oui, mais c'est sûr. Hein. Bah, effectivement, le luxe, généralement... malheureusement et heureusement pour ces marques-là, effectivement, les personnes qui ont l'habitude d'aller sur ce secteur-là sont impactées nécessairement par les aléas économiques, mais globalement, ils conservent un pouvoir d'achat qui leur permettent de rester clients de ces marques un peu. Donc effectivement, c'est super intéressant. Et on est surtout sur la valeur d'usage, parce que au final, enfin pour ce qui est du positionnement haut de gamme technique de Hayak, donc on n'est pas dans des prix de luxe, mais on est dans des prix de choses de qualité exigeantes. Mais donc on regarde surtout, et c'est comme ça qu'on l'explique à nos clients, la valeur d'usage, c'est-à-dire oui pour un sous-vêtement, ça va être 100 €. Un sous-vêtement Merino 100%, ça va être 100 €. Mais c'est un sous-vêtement qui va durer très longtemps. Donc la valeur d'usage, le prix rapporté au nombre de minutes qu'il aura été porté dans toute sa vie, ce sera largement rentabilisé. Donc c'est sûr, c'est un investissement. Mais on a de la qualité immédiate, du confort, et puis ça a de la durée dans le temps. Donc la valeur d'usage, c'est vraiment quelque chose qui me drive et qui nous drive chez Hayak, de faire des choses qui demandent de se donner les moyens d'un beau produit, mais qui va être largement rentabilisé dans le temps. Ouais, bien sûr. Quels sont vos objectifs un peu de demain ? Alors, effectivement, tu me parlais de la gamme été, mais j'imagine que tu as une vision un peu plus long terme, même si ce sera un énorme enjeu d'aller sur ce marché-là. Quelle est un peu ta vision là-dessus ? Encore sur les deux pans, sur le côté produit, en effet, c'est ce que je disais un peu, c'est d'être une marque qui a une collection pas non plus immense, parce que le choix tue le choix, et puis au niveau environnemental, des collections à rallonge, c'est très compliqué, c'est pas bon pour l'environnement, parce que ça veut dire forcément des invendus en grande quantité, mais donc d'avoir une collection Hayak déclinée en sous-collection pour être utilisable partout, par tous les temps, hiver, été, printemps, automne, et ça dans tout secteur outdoor, quoi. Donc d'être vraiment une marque qui renforce son offre sur tous ces moments de l'année, et puis sur une multitude de sports, peut-être pas à 100% des sports vraiment trop niche, ce sera peut-être compliqué d'y aller à moyen terme, mais de couvrir vraiment tous les sports majeurs et toutes les activités physiques majeures d'hiver, d'été et des 4 saisons. Et puis où on veut aller en termes de vente, on veut aller dans de nombreux pays, mais d'abord en Europe, donc de s'implanter fortement dans des pays très prometteurs pour nous, et on a déjà une bonne accroche par exemple en Autriche, donc de continuer notre chemin en renforçant encore la France, la Suisse, l'Italie, et puis fortement en Autriche et en Allemagne, et après la suite dans un ordre un petit peu établi, même qui pourra peut-être changer par rapport aux opportunités, mais c'est la Norvège et la Suède, les pays scandinaves. On a de bonnes accroches en Belgique aussi pour la collection été. Et voilà, donc d'agrandir le réseau de partenaires boutiques physiques dans tous ces pays. Donc voilà, si des gens nous écoutent sur le monde des revendeurs wholesale, outdoor dans ces pays, on est bien volontiers de discuter avec vous. Et voilà, et puis au-delà de ce côté très centré sur Hayak, c'est d'être une marque qui, de manière très concrète, est en profondeur sur des enjeux environnementaux. Donc, une partie de ce qu'on génère en business soit utilisée pour toujours réduire l'impact de l'entreprise sur les aspects environnementaux. D'accord. Et puis aussi concourt, c'est modeste, mais on le fait dès le début, concourt à des projets environnementaux qui réduisent
réduise l'activité un petit peu carbone de notre monde sur la planète. Oui. Ouais. C'est un objectif éventuellement à moyen ou long terme d'essayer d'accompagner d'autres personnes qui se lancent dans le textile pour un peu partager les bonnes pratiques et faire que cet écosystème devienne de plus en plus éco-responsable. Alors c'est un objectif quelque part. Je pense que ce serait un peu prétentieux de dire que c'est un objectif parce que je pense qu'on a déjà beaucoup à faire avec nous-mêmes. Ouais, bien sûr. Néanmoins, moi j'ai ce motto qui me suit tout le temps, c'est l'exemplarité, c'est pas un moyen d'influencer, c'est le seul. Donc déjà, modestement, de partager ce qu'on fait à ceux qui s'intéressent à notre activité, bien volontiers, pour donner échanger des bonnes pratiques, des conseils modestement par rapport à notre jeune entreprise. Mais donc d'être... un exemple quelque part parmi d'autres, mais un exemple volontiers. Après, de se donner comme objectif de le faire, ce sera, je pense, dans un temps un peu plus lointain. Ouais, bien sûr. Et est-ce que devenir équipementier pour du sport compétitif de haut niveau, c'est aussi dans vos cartons, accompagner par exemple des équipes sur notamment des Jeux Olympiques ou Championnats du Monde ou autre, même au quotidien, parce que nécessairement il faut du matériel. Est-ce que c'est un peu quelque chose auquel vous réfléchissez ou... Oui, on y réfléchit, on a déjà quelques accroches, même si la priorité, moi je viens du monde de la compétition, évidemment, donc j'adore ça et je trouve ça fantastique, mais la marque s'adresse, n'est pas une marque racing. On aura dans quelques temps vraiment des collections vraiment dédiées à la compétition dans chacune des activités sportives qu'on adressera avec nos vêtements, mais le gros de notre focus, c'est pour le pratiquant sportif, certes, mais grand public. C'est là que la marque s'adresse, c'est à ces personnes que la marque s'adresse en priorité, ce qui veut dire que les gens qu'on équipe, c'est pas forcément des compétiteurs, c'est plutôt des guides, des accompagnateurs, des gens qui sont très exigeants sur leur matériel et leur pratique, qui sont à haut niveau dans cette pratique, mais pas forcément en compétition. Même si, et on discute déjà avec certaines équipes, on aura des projets à moyen terme de partenariat avec des équipes de compétition quand même. Ouais. Tu parlais d'influence par l'exemplarité. Est-ce que vous avez aussi une stratégie d'avoir des ambassadeurs, un peu des figures représentatives qui vont porter votre marque ? Ouais, on a une équipe d'ambassadeurs, d'ailleurs on les appelle comme ça, ce sont des ambassadeurs qui ont un double rôle de nous accompagner dans le développement des produits et puis de nous aider à communiquer. On les choisit pas forcément que sur un nombre de followers ou des choses comme ça, même si évidemment le côté communication est important, mais on les choisit plutôt pour la pratique qu'ils ont et qui correspondent à ce qu'on a besoin et envie de proposer. Donc on a des guides, on a des accompagnateurs, comme je le disais, on a des sportifs qui sont ni dans la compétition, ni guides par exemple, mais qui sont tout le temps dehors, qui sont tout le temps en montagne et qui ont un niveau incroyable et qui du coup peuvent nous faire des retours produits, des retours sur des idées de produits, etc. Et on agrandit petit à petit cette équipe-là. On a même tout récemment accueilli Arnaud Gérald, qui est un apnéiste incroyable, qui descend à des profondeurs incroyable. On faisait un petit joke la semaine dernière en disant que c'est un sportif de bas niveau parce qu'il va très très bas, très très en profondeur. Et donc on n'est pas que sur la montagne et l'hiver, on est aussi petit à petit avec ce genre de personnes qui côtoient les éléments en tout cas. Ouais, c'est génial. Il y a d'autres noms que tu peux nous partager un peu qui vous accompagnent et qui seraient un peu connus du public? Alors connus du public du monde de la montagne, Valérie Hommage, qui est une des femmes guides renommée en France et renommée pour ses compétences, pour sa connaissance de la montagne. C'est quelqu'un qui forme les futurs guides dans leur métier. On a Simon Détombe aussi, qui est un autre guide de haute montagne. Yann Jérôme, qui est secouriste au PGHM, donc au peloton de secours de gendarmerie à Chamonix. Voilà, et d'autres qui Julia, qui a été Pellier, qui a été en équipe de France de ski alpin. Donc voilà. Ouais, belle équipe. Belle équipe avec des gens qui sont très impliqués dans l'ADN même de Hayak, c'est-à-dire des produits efficaces, des produits en Europe, des produits on l'a pas trop dit, mais notre focus en éco-responsabilité, c'est de faire le plus proche possible, donc en Europe, et puis de faire avec des matières naturelles et recyclées, et d'aller en profondeur sur ces sujets. Je suis persuadé que c'est en étant précis sur ces sujets qu'on peut faire avancer le sujet environnemental et qu'on peut en faire une stratégie aussi, une stratégie forte. D'être en saupoudrage et en greenwashing, ça marche pas, c'est surtout pas ce qu'on a envie de faire.
Et c'est dommage, quoi. Donc, on est à l'inverse de ça, on va en profondeur. Ouais, j'imagine qu'il y a un budget recherche et développement pour... C'est ça, et c'est ce qui nous demande beaucoup de temps, beaucoup de persévérance aussi. On parlait des difficultés. C'est vrai que c'est plus facile de choisir un produit tout fait, éventuellement développé en Asie, on sait pas trop comment et par qui, on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Ça, c'est facile. En 15 jours, ça peut être sur un site internet et on vend avec un logo. On est à l'inverse de ça, c'est-à-dire qu'on se met des exigences de sourcer les matières qui font le bon compromis entre la technicité et l'éco-responsabilité. Et ça demande en effet un budget, ça demande du temps, ça demande de la persévérance parce que dans le choix textile, on a ça, on a beaucoup. Si on fait pas attention à ce qu'il y a dans la matière, dans le tissu, mais ce choix se restreint beaucoup quand on a ces critères. Et donc, ça demande beaucoup plus de recherche et voire de développement. On a certains tissus qui ont été développés par nos fournisseurs pour Hayak. D'accord, ok. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que cette recherche, elle est faite en interne ou vous avez plutôt recherché des partenaires pour l'externaliser qui sont déjà dedans, qui travaillent sur ces sujets? On est plutôt en coordination de partenaires qu'on a identifiés qui sont proactifs sur ces sujets, du textile technique éco-responsable. Et donc, c'est en partenariat avec eux qu'on développe. Okay. Un exemple, là, avec un de nos fournisseurs français, on a développé avec eux un tissu 2 couches avec 80% de colle de moins qu'un 2 couches traditionnel du marché. Il y a beaucoup de tissus dans le textile technique qui sont des 2 ou des 3 couches. Pour des raisons techniques, il y a besoin de plusieurs couches qui doivent être collées pour tenir ensemble. Le problème de la colle, c'est que c'est moins respirant. Quand il y a beaucoup de colle, le tissu est moins respirant. Et puis surtout, c'est moins bon au niveau de l'environnement parce qu'il n'y a pas de colle encore efficace qui soit neutre pour l'environnement. Ouais. Et donc, la volonté qui est la nôtre, c'est de limiter la colle en volume. Et là, on a eu une belle collaboration où on a réussi à coller de manière tout aussi efficace, mais à coller différemment avec un développement de patch de colle. C'est très technique, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais on a réussi à diminuer la colle de 80%. Ah, c'est énorme. Donc, c'est énorme. Un gain environnemental, un gain de technicité avec plus de respirabilité. Et ce qui est cool, c'est que ça pourrait paraître un peu bisounours, mais ça ne l'est pas. Ce qui est cool, c'est que maintenant, ce produit, il est proposé au catalogue. Ouais. C'est-à-dire disponible aussi pour d'autres marques. Alors oui, il est plus cher. Oui, il est plus cher, mais il est meilleur pour la technique et meilleur pour l'environnement. Et justement, c'est ce que j'allais te demander. J'imagine qu'avec ces partenaires-là, vous n'avez pas d'exclusivité nécessairement. Comment ça se passe au regard de la concurrence, justement? Effectivement, est-ce que ces solutions-là sont vendues plus cher? Quels sont un peu les mécanismes derrière pour que une autre marque vienne en partenariat et bénéficier de tous les travaux que vous aurez pu faire avec ce partenaire-là et un peu revenir, se réaligner sur la concurrence, un peu moindre effort? Là, pour le coup, on le cadre pas trop. C'est différent avec chaque partenaire. On a aussi développé un design pour une veste, une fonctionnalité qu'on a dessiné, imaginé avec une ouverture de veste avec des aimants sur le côté pour la technicité. Ça se découvre sur le site Hayak si besoin, c'est assez sympa. C'est la veste Forno. Je fais un petit instant promo. Bien sûr. Mais voilà. mais ça, on l'a développé, mais on l'a pas breveté. Et puis, alors ça, dans l'entrepreneuriat, c'est intéressant. Hein. Il y a les pour et les contre brevets. Est-ce qu'il faut passer du temps et de l'argent à sécuriser tout? Ou alors, faut se dire que, en toute façon, c'est peine perdue et qu'il faut aller vite. Voilà. Donc, mais voilà, pour te répondre sur l'exclusivité, on en a très peu et c'est très rare qu'on la demande. Ouais, d'accord. Ouais. À ce moment-là, tu fais le choix sur la force de la marque et la communauté que tu vas pouvoir emmener avec toi et qui te font confiance versus effectivement sécuriser la technique. Et c'est ça, tout à fait. Et je crois que sans être trop bisounours, il faut aussi savoir partager avec la communauté d'un secteur business les meilleures avancées pour l'environnement. Oui, bien sûr. Je dis que ça peut paraître bisounours parce qu'on pourrait croire que quand on a une innovation, il faut la garder pour soi, mais c'est pas une innovation qui fait une marque de toute façon, c'est un ensemble de choses et d'être modestement un jeune leader là-dessus. Quand je dis un jeune, c'est la marque. Une jeune leader sur ce sujet, de toute façon, ça nous porte et on a des retours important. Et d'être leader, mais en partage des meilleures avancées pour l'environnement, je crois que c'est vertueux et quelque part, de manière indirecte, le marché nous le rend. Nécessairement. Maintenant qu'on s'est dit tout ça, si tu devais recommencer ce projet from scratch, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment un peu? Qu'est-ce que tu as appris et que tu corrigerais nécessairement? Ouais. Alors, il y a
Il y a plein de choses qui peuvent être mieux faites, même si on n'a pas de gros crash. On a plutôt, je trouve, trouvé un positionnement qui fonctionne et qui trouve son développement petit à petit. Ce que j'ai constaté quand même, c'est le côté important de la logistique dans notre métier. Enfin, la logistique et la préparation en amont, l'administratif, mais l'administratif et les opérations. Les opérations, et donc ce que je ferais différemment, c'est de faire tout simplement, c'est très concret, c'est de faire une formation poussée sur Excel pour moi. Parce que maintenant, je suis entouré, et j'ai notamment Rodolphe qui est mon associé principal. On co-dirige Hayac avec Rodolphe. Lui, il vient du groupe Hermès, il vient à la fois du monde digital chez Hermès et du monde produit, donc il a une casquette intéressante. Et puis, c'est une machine au niveau opération et au niveau Excel. Donc aujourd'hui, on fonctionne bien. Mais c'est vrai que les tableaux Excel que j'ai dû faire au départ tout seul, puis avec Chloé, l'ingénieur produit, pour faire les commandes de métrage de tissu, les commandes d'accessoires, etc. Parce qu'au final, dans un vêtement, il y a parfois une multitude de différents composants. Bien sûr. Et pour assurer la commande, la production et avoir un ratio économique efficace et ne pas se rater, c'est pas la tête qui fait ça. C'est un tableau Excel robuste et c'est vraiment une préparation minutieuse et un suivi fiable. Et en fait, je me suis aperçu quand même que j'ai quand même perdu du temps, des heures et des nuits à travailler sur des tableaux Excel, et j'aurais été plus efficace et plus robuste sur le départ si j'avais mieux maîtrisé moi Excel. Donc et c'est vrai que ça peut paraître très terre à terre, mais c'est vraiment nécessaire, je pense, et je pense que en fait un peu tout secteur aujourd'hui nécessite des tableaux Excel très robustes pour pas se rater ou pour optimiser et être efficace, quoi. Et donc concrètement, je ferai ça, je ferai avant de toucher trop et de lancer l'opérationnel d'une boîte, je monterai mes compétences sur Excel, ou alors je sécuriserai une personne qui est robuste sur cet outil. Donc c'est quelque chose de concret, mais je ferai ça de plus tôt dans le projet. J'apporterai cette compétence dans l'entreprise. Et puis j'avais une autre idée, mais... Pour faire un pont, en attendant que tu le retrouves, dans un épisode justement avec Antoine Guillot que j'ai reçu, qui a cofondé Jimmy, qui est une entreprise où ils font des générateurs nucléaires pour apporter de la chaleur aux industriels, pour décarboner cette industrie. Et on a fait un peu un tour de comment lancer... son projet, un peu les différentes étapes, et lui il disait qu'au début il teste ses idées sur Excel en prenant un peu tous les chiffres qu'il peut agglomérer et voir s'il y a vraiment un business qui est viable derrière. Et effectivement, alors toi c'est encore plus poussé parce que forcément pour faire de l'industriel avec des gros volumes où il faut sécuriser les marges pour pas se planter, aller dans le mur, forcément qu'il faut aller beaucoup plus loin, mais c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en compte. C'est ça. Et ça rejoint un conseil qui m'a été donné, mais il y a très longtemps, par Jean-Claude Killy. Alors, je parlais pas du tout de Hayac parce que c'était en 2005. Et on s'était rencontrés lors d'un stage. Il était venu nous voir, l'équipe de France de biathlon. Et on parlait de projets quelconques. Et il disait, au-delà de l'émotion, après, il faut poser factuellement le business sur un tableau, avec des chiffres et des chiffres en face et des moins et des plus, etc. Et ça, c'est quand même une base pour vérifier qu'une envie, une idée, une émotion, elle est réalisable dans un business qui doit se lancer et puis qui doit être prometteur, quoi. Et c'est vrai que ça rejoint en effet ce côté compétences, tableau Excel, mais finalement chiffres, ou en tout cas organisation de chiffres et de données, c'est assez nécessaire. Un autre sujet peut-être que je referais différemment, c'est d'apporter dès le début plus de petits produits de découverte. Par exemple, plus de bonnets, plus de bandeaux, plus de vêtements première couche qui sont en dessous de 100 €, qui sont en dessous de 150 €, qui permettent de découvrir la marque et d'entrer dans sa qualité et de la découvrir. Parce que dès le début, on a lancé une première collection dont je suis fier, mais c'est vrai qu'en faisant un petit peu un regard critique sur ce lancement, il y a eu d'entrée des pièces nécessaires, les grosses pièces pour montrer la technicité de la marque, mais des pièces qui sont à 300, 400, 500 €. Et c'est vrai que pour une jeune marque, alors on a des gens qui nous font confiance d'entrée et qui se lancent sur ces pièces, mais aussi pour certains clients, ils ont besoin
d'avoir confiance dans la marque et de la découvrir. Et ça se fait généralement par des pièces avec un niveau de prix un peu plus bas. Donc si je devais relancer une collection from scratch, eh bien je pense que je mettrais un petit peu plus d'offres sur les produits qui sont pas des produits d'appel, mais des produits de découverte. Tu dis ça parce que vous avez connu un peu un plateau, une baisse des commandes dans l'engagement. Qu'est-ce qui te fait Non, dire ça? mais parce qu'on a découvert que beaucoup de clients viennent sur les grosses pièces après avoir découvert la marque avec les petites pièces, entre guillemets. Ouais, les pièces de découverte. Et dans ces pièces de découverte, c'est bien d'avoir un peu plus de variété, je pense, pour séduire un petit peu plus de monde. Parce qu'en effet, on a lancé avec certaines couleurs, avec certains designs, mais tu peux pas séduire tout le monde. Évidemment, c'est impossible. Donc, je pense que ce serait un ajout à faire, et d'ailleurs qu'on est en train de renforcer des pièces de découverte de la marque pour montrer la qualité d'un t-shirt. Ça permet de donner envie de découvrir la qualité d'une veste ou d'autres produits encore plus exigeants. Ouais, c'est certain. Alors souvent mes invités me disent que pour effectivement générer de l'attraction au début, c'est souvent important de se baser sur une communauté et de la construire même avant de créer son produit. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez joué ou pas encore? Non, on l'a pas joué. En tout cas, on n'a pas fait de Kickstarter pour différentes raisons. On n'a pas fait on n'a pas embarqué la communauté dans le développement. On l'a fait avec la communauté de nos premiers revendeurs, comme je le disais tout à l'heure. Mais sur la communauté grand public, à la fois parce qu'on peut pas tout. Enfin, il y a plein de bonnes idées qui sont bonnes individuellement, mais après, il faut faire des choix et on peut pas tout faire en même temps, développer une collection et puis être sur les fronts de la création d'une communauté. Dans l'idée, c'est bien. Nous, on a choisi de plutôt développer et après annoncer la collection. Ouais. Et c'est quand même quelque chose que vous avez en tête aujourd'hui de développer? Ouais, pour certaines collections, et notamment la collection Urban Tech dont je parlais, on va avoir un peu un embarquement de communauté un peu en avance de phase. Alors tu me disais qu'effectivement vous n'avez pas vraiment connu d'échecs retentissants. Bravo, et je vous le souhaite de poursuivre là-dedans. Mais est-ce qu'il y a quand même un peu alors tu me parlais du Covid, mais des choses sur lesquelles tu as un peu capitalisé, qui vous ont un peu freiné? On a eu quand même un retard qui a été un échec sur le moment et qui maintenant se corrige, mais on a une doudoune, la doudoune Baltoro, et c'est vrai qu'on a dû retarder d'une année. Elle était censée sortir la première année avec le lancement de la collection, et puis pour des raisons de retard de développement et de qualité qu'on a dû affiner, parce qu'on veut pas sortir de produits un peu fragiles au niveau de la qualité. Donc pour des sujets de qualité et de retard de développement, on a dû repousser d'une année la sortie de ce produit. Pour autant, on l'avait parlé, on l'avait proposé à nos partenaires qui nous l'avaient acheté. Donc on a fait un défaut de livraison sur la première année. Et ça a été un échec, mais on a appris beaucoup parce que au final, je suis quand même content du choix qu'on a fait. Enfin, je pense que c'était le bon choix de pas sortir un produit trop tard et dans une qualité qui nous convenait pas. On a pris le temps de modifier un tissu qui nous convenait pas c'est une décision forte pour l'avoir. Voilà, donc c'est fort parce que sur le moment, on a perdu des ventes, on a dû expliquer ce choix à nos partenaires qui voulaient cette doudoune dès la première année. Mais au final, on voit maintenant que cette doudoune, elle se développe super bien, ça devient un best-seller chez nous, et que du coup, il fallait mieux reculer un peu pour mieux sauter juste derrière. Bien sûr. Quoi. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans le textile, qu'est-ce que ce serait? Alors dans le textile, ou même un conseil global, déjà, textile ou pas, c'est de vérifier qu'on a le projet dans les tripes, dans le cœur, parce que c'est tellement exigeant et difficile de créer une entreprise et de la développer que si on n'est pas sur un sujet qui nous plaît mais qui nous botte à mort, on n'aura pas assez de power, on n'aura pas assez d'énergie pour tenir le coup dans les moments difficiles. Donc un conseil peut-être un peu global, c'est de vérifier que le projet dans lequel on s'embarque, où on se lance, eh bien le sujet profond, on l'est vraiment au cœur, quoi. Que ça soit une motivation profonde et qu'on aime le sujet profondément. Sinon, il y aura pas assez de passion pour surmonter les difficultés, quoi. Pas assez d'envie. Après, dans le textile, c'est de faire un bon, je pense, mix entre l'émotion et la stratégie. Parce qu'on est dans le domaine de l'habillement, du textile. Même dans le textile technique sportif, il y a un côté mode et il y a un côté émotionnel.
l'envie d'avoir un vêtement qui nous plaît, l'envie du contact avec un beau tissu. Et c'est nécessaire. Il faut avoir ça parce que on n'est pas que là dans le besoin, on est dans l'envie et dans l'émotion. Et une marque, c'est aussi ça, c'est des produits, mais c'est aussi une marque qui doit transmettre de l'émotion, un univers, des messages et un imaginaire. Et ça, c'est bien, il faut avoir ce côté émotion, mais si on n'est que là-dessus, c'est trop fragile. Il faut aussi travailler le pan réaliste, lucide et plus cartésien d'un business qui se base sur des chiffres. Donc d'éviter de faire de l'ego marketing, de choisir des vêtements qui nous plaisent à nous, mais sans avoir vérifié qu'ils plaisent au marché et qu'ils sont cohérents avec ce que les gens recherchent, que ce soit les revendeurs ou les clients finaux. Mon conseil, ce serait ça, ce serait d'avoir certes l'émotion et d'avoir un grand pan basé sur l'émotion et sur l'envie, mais un grand pan aussi qui est un peu plus back-office, mais ok, la stratégie, elle se base sur quoi et comment on vérifie que ce qu'on propose, c'est attendu par le marché. Quoi. Alors, quand on parlait de communauté, nécessairement, tu me disais qu'on ne peut pas être sur tous les fronts et puis allouer du temps à toutes nos envies. Est-ce que justement, alors pas forcément au regard d'Ayak, mais potentiellement avant, ou en tout cas dans les idées que tu as, est-ce qu'il y a un concept ou une idée que tu aurais aimé développer, pousser, mais qu'en tout cas, jusque-là, tu n'as pas eu le temps, ça viendra peut-être après, mais sans parler de regret, mais voilà, un peu quelque chose que tu voudrais pousser. Il y a un peu deux sujets qu'on a imaginés chez Ayak, mais pour l'instant qu'on a mis un peu au frigo, c'est-à-dire en attente, parce qu'on ne peut pas tout faire, il faut rester focus sur certaines priorités, en tout cas c'est ma conviction, faut pas trop s'éparpiller. Podcast, c'est vrai qu'on a imaginé au tout départ de Ayak avoir un podcast qui qui parle des fondamentaux qui sont ceux de Ayak. D'accord. L'amour de la montagne, la technicité de produits textiles, etc., parce que c'est passionnant à partager et ça peut être, je pense, une force pour une marque d'avoir un média qui l'accompagne. Mais j'ai estimé, après avoir un peu regardé le sujet, que ça aurait été m'éparpiller ou éparpiller un peu Ayak que de lancer ça dans les premières années de la marque. Et un peu dans la même idée, au-delà des vêtements, de proposer des aventures et des voyages. Et c'est cohérent, évidemment, c'est cohérent parce que les vêtements, on les fait non pas pour qu'ils soient dans l'armoire, on les fait pour qu'ils soient sur le dos des gens et sur les fesses des gens en montagne ou en ville en train de courir, etc. Et donc on a cette idée de aussi proposer à nos clients des aventures et des découvertes, mais voilà, un peu même sujet, même constat. Restons focus d'abord, notre première mission, c'est d'être une marque de vêtements et de pas trop s'éparpiller. Un jour, il y aura du podcast. Un jour, il y aura une belle agence de voyage, je pense, qui proposera des aventures, mais chaque chose en son temps, je pense. Ok, tu me fais une petite transition que j'ai reçue hier. Barthélemy Fent, qui t'a reçu aussi sur son podcast à ses tout débuts, donc son podcast extraterrien où il reçoit des sportifs de haut niveau. Et justement, dans notre épisode, on discutait de établir un peu, sans parler de programme, mais un service d'accompagnement pour justement porter ce genre de projet de podcast pour des marques à impact, des entrepreneurs qui souhaitent se développer. Donc écoute, on en rediscutera peut-être un jour ensemble. Génial, écoute, je voudrais qu'on aille un peu plus sur le plan personnel te concernant. Qu'est-ce que tu penses que tu fais qui te permet d'être meilleur, de te démarquer des autres marques Sur moi, Vincent ? Ouais. Je pense que ma curiosité est une force, quoi. Et j'ai les yeux et les oreilles grands ouverts en permanence. Et je capte du coup beaucoup de choses au quotidien qui m'aident à la fois pour Ayak et qui m'aide moi dans mon rôle pour Ayak. Et donc je suis en permanence en train de capter des choses que j'entends ou que j'écoute. Parce qu'il y a entendre, capter des choses, et puis il y a se poser pour écouter des choses, ou alors voir vraiment. Donc je suis très très ouvert et je me nourris de la vie quotidienne qui est la mienne et qui m'apporte. Parfois, j'entends qu'un tel fait telle activité, un tel a créé un groupe WhatsApp. Je crois que c'est dans un de tes podcasts. J'ai entendu un de tes invités qui parlait d'une communication via WhatsApp. Mais donc voilà, je suis très très à l'affût par mes yeux et mes oreilles de ce que je peux piocher dans le monde et qui me renforce. Et puis une autre manière que j'ai de progresser, je trouve, c'est je change d'avis. D'accord. Et j'accepte de changer d'avis, alors pas tout le temps, mais en tout cas, j'ai cette posture de me dire de ne pas avoir des idées arrêtées sur tout et tout le temps.
Et je trouve que c'est infernal de côtoyer des gens qui ne changent jamais d'avis. C'est impossible d'avancer sans changer d'avis parce qu'on peut jamais avoir la science infuse ou alors avoir la bonne idée tout le temps sur tout. Et de changer d'avis, c'est une capacité, je pense, qui fait avancer chaque personne et les entreprises. Et changer d'avis sur un mode de distribution, sur une stratégie, etc. Et pour moi, je suis très attentif aux gens qui sont capables de changer d'avis, pas de manière trop spontanée, mais suite à un constat, une analyse, d'être capable de changer d'avis sur quelque chose qu'on avait cru bon ou qu'il faut savoir pivoter. Je pense que c'est une force en fait. Ouais, bien sûr. Alors chez les entrepreneurs, effectivement, la progression, on peut presque parler d'une quête. C'est quelque chose du quotidien. Quels sont un peu toi tes leviers là-dessus? Donc tu nous as dit un peu effectivement tes finalités, mais comment tu fais pour progresser? Est-ce que c'est des lectures? Quels sont un peu tes outils là-dessus? Je lis peu d'ouvrages parce que je sais pas, en tout cas je trouve pas le temps ou j'arrive pas à trouver le temps de me poser longuement sur un sujet de fond. Je fais beaucoup plus d'écoute et de podcasts. Moi, depuis que je me suis dit l'aventure entrepreneuriale, ça m'interpelle, je me suis dit il faut que je découvre des gens qui ont vécu ça, qui sont en train de le vivre et que je les écoute et que je m'en inspire. Et le podcast est juste génial pour ça. C'est comme ça que j'ai découvert Entreprendre dans la mode. C'est comme ça que j'ai découvert Génération Do It Yourself avec Mathieu Stéphanie. C'est comme ça que j'ai découvert le tien assez récemment, notamment quand tu m'as contacté, etc. Et je trouve que c'est un média très efficace pour progresser. Ouais, qu'on peut consulter en faisant du sport, dans les transports en commun, en voiture. C'est vrai que les moyens de distribution sont très variés. Effectivement, c'est souvent des mines d'or d'informations qui sont pas encore suffisamment exploitées. Oui, tout à fait. Mais on y viendra. Est-ce que tu as reçu un conseil qui est un peu le conseil que tu as reçu dans ta vie, qui t'a fait changer la façon de voir les choses ou de travailler, ou qui t'a vraiment parlé? J'en parle de temps en temps parce que c'est vrai. J'ai un de mes coachs de l'armée de terre à l'école militaire de haute montagne de Chamonix qui m'a soutenu du temps de ma carrière. Et Christian Persicot m'a dit, au sortir de ma carrière, il m'a dit Vino, parce que c'est mon surnom dans le biathlon. J'adore qu'on m'appelle Vino parce que ça me vient du biathlon. Il m'a dit Vino, maintenant tu ravales ta cravate. Et ça voulait dire t'es champion olympique, ok, mais maintenant va vers autre chose et ravale cette fierté qu'on te rappelle souvent, parce qu'on m'en parle tous les jours, même aujourd'hui, on m'en parle tous les jours. Mais en moyenne, on m'en parle au moins marquant, 365 fois dans l'année. Et c'est assez fou. Mais de rester là-dessus et surtout de rester sur cette fierté éventuelle d'avoir accompli quelque chose de pas mal, Christian m'a dit passe à autre chose. Et c'était un bon conseil. Je pense que je l'aurais appliqué parce que même si on me l'avait pas donné, mais d'avoir entendu ravale ta cravate, ça m'a fait un petit déclic de me dire ok, maintenant tu vas vers d'autres choses et sans renier ce beau parcours sportif, mais pas de le brandir comme mon seul étendard et un fait d'armes sur lequel je reste, quoi. Ça te gêne un peu qu'on ramène à ça Ça me gêne pas qu'on ramène à ça, mais ça me gêne qu'on ramène que à ça. D'être que sur ça, ce serait trop limitant. J'étais champion olympique à 29 ans. La vie est longue et il y a plein d'autres belles choses à faire. Donc si la vie d'un athlète, c'est en permanence se rappeler une victoire, c'est juste limitant. Donc ça me gêne pas d'en parler. C'est un plaisir et les gens sont adorables généralement quand on m'en parle. Mais ça me gêne de parler que de ça. Ouais, bien sûr. Ça reste un fait tellement exceptionnel pour ceux qui peuvent contempler, qui sont fanats de sport. Donc je peux comprendre, mais je conçois tout à fait que on est autre chose avant tout des humains et avec plein d'autres centres d'intérêt et de valeurs. Donc effectivement, je peux comprendre que ça puisse, sans parler de te gêner, mais voilà, de pas se limiter à ça. C'est bien normal. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu aurais aimé travailler à titre perso, mais dont tu n'as pas forcément eu le temps de par tes multiples activités? Ouais, le sujet un peu que j'évoquais, le sujet d'accompagner des gens à la découverte des grands espaces. Le sujet voyage ou le sujet raid, expédition. La semaine prochaine, je vais dans un raid en Italie qui s'appelle le raid des cabanes secrètes. On va découvrir avec un raid itinérant toute une belle région au-dessus de Aoste, dans le nord de l'Italie, sur les skis, en ski de randonnée. Et ça, c'est génial. Et je pense que j'aurais aimé développer un projet
d'entreprises ou de structures qui accompagnent des gens, mais je suis en contact avec Montagne du Monde, cette belle agence par exemple de Jean Hannequin qui accompagne des skieurs ou des gens qui veulent faire des voyages, des voyages à ski, des voyages à pied, des voyages à vélo. Et ça, je pense que ça aurait pu être une belle aventure entrepreneuriale. Peut-être qu'elle rejoindra un peu Ayak, comme je l'évoquais, mais ça aurait pu être un sujet très intéressant pour moi. Mais toi, à titre perso, est-ce qu'il y a quelque chose comme, je sais pas, la méditation, la lecture ou un sport connexe ou voilà, quelque chose qui sur lequel tu aimerais aller, qui pourrait te permettre soit de te développer ou te divertir ou plus t'épanouir, tu vois? Ouais, alors l'escalade. Je pense que l'escalade, en termes de sport et de pratique physique et connexion avec le rocher, avec la nature, c'est puissant. J'en fais un peu, pas autant que j'aimerais, mais voilà, on peut pas non plus être tout le temps accroché à une paroi. Et j'ai un petit niveau, mais je pense que c'est un sujet, si j'avais rencontré l'escalade plus tôt et si j'avais pas été aussi pris par ma carrière de biathlon, peut-être que j'aurais beaucoup dédié de temps de ma vie à grimper et à faire de l'escalade. Mais voilà, avec des scies, on peut pas vivre. Ouais, bien sûr. Ça sera peut-être un pied d'appel pour les futures collections été. Peut-être qu'il y aura un pan escalade. Bien sûr, c'est cohérent. C'est cohérent de vouloir marcher, mais aussi grimper. Ouais, bien sûr. Si tu pouvais rencontrer un entrepreneur français, quel qu'il soit, ta carte blanche pour discuter avec lui 1 heure de business, donc ça peut être dans le textile ou autre, vraiment ton choix, quelqu'un qui t'inspire, qu'est-ce que ce serait? Ouais, je pense que Emmanuel Vidal qui a créé Iron, pas forcément pour le côté digital, mais le côté de son aventure, parce que le peu que j'en connais, ça me laisse penser que ça doit être très intéressant de le côtoyer, à la fois en tant qu'entrepreneur et en tant que personne, sachant que les deux sont indissociables. Mais bien sûr. Voilà. Je pense que je serais très intéressé. Quelqu'un qui m'inspire ou je serais curieux de rencontrer, c'est Léa Salamé. Ouais. Tu vois, alors elle n'est pas forcément entrepreneuse, mais quand même, si elle est entrepreneur dans le sens où elle fait plein de choses. Et puis, c'est quelqu'un qui me semble particulièrement intéressant à découvrir. Donc j'ai plaisir à suivre un peu ce qu'elle fait, même si je ne sais pas tout ce qu'elle fait. Mais c'est quelqu'un, je serais curieux de pouvoir la rencontrer. Ouais, puis il doit y avoir beaucoup d'enjeux politiques, de position, d'affichage. Et je trouve qu'elle a une manière... Elle sait être dans des sujets très profonds, très sérieux, très politiques, très sollicitant, je pense, intellectuellement, et puis avec aussi la capacité d'être un peu dans des sujets plus légers à certains moments. Donc c'est bien sûr. Inspirant, c'est quelqu'un d'inspirant, je trouve. C'est sûr. Est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander pour un prochain podcast? Alors ça peut être un sportif entrepreneur comme toi, ou quelqu'un de ton entourage qui se prêterait bien à l'exercice. Ouais, alors je resterai sur Emmanuel Vidal en fait. J'ai vraiment l'impression que ce qu'il a fait, enfin déjà ce qu'il a fait avec Iron, c'est quelque chose de fort, d'impressionnant, mais au-delà, son parcours et son actualité me semblent vraiment intéressantes. Génial. Écoute Vincent, merci beaucoup, c'était vraiment super intéressant. Où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre, tes différents canaux personnels, Ayak, dis-nous tout. On me retrouve dans mes montagnes du Jura, tu vois, je suis souvent... au bureau, dans les montagnes du Jura, au bord du lac Saint-Point. Donc physiquement, c'est là que je suis quand même le plus souvent. Et puis, sinon, LinkedIn, c'est là que je suis un peu le plus quand même actif, ou le plus répondant. Et puis les autres réseaux sociaux, mais surtout LinkedIn. Ok, génial. Bon, de toute façon, je mettrai tous les liens en description de l'épisode pour que nos auditeurs puissent retrouver tout ça. Avec plaisir. Allez voir le site d'Ayak, découvrir les produits, et puis si vous avez l'occasion de les voir en boutique, testez-les, rendez-vous compte de la qualité que c'est, même si forcément ça a un coût, mais en tout cas ça s'inscrit dans le long terme et c'est ça qu'on recherche et qui est très intéressant. Et puis restez connectés, peut-être qu'un jour il y aura le podcast Ayak ou celui de Vincent Defrane pour de nouvelles aventures, et je ne manquerai pas de relayer ça. Vincent, merci encore. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si c'est le cas, je suis sûr que ça vous a plu et je vous invite nécessairement à vous abonner et à partager l'épisode autour de vous. C'est le meilleur moyen de me soutenir, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!